Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord je m'excuse, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Si vous regardez les vidéos dans l'ordre sur YouTube, elles sortent pas tout à fait dans le même ordre sur tuto.com. Mais en gros la petite crève automnale aura eu raison de moi. Donc j'ai tout simplement été malade, et même quand je l'étais un peu moins, je ne pouvais pas parler sans tousser toutes les 2 secondes, donc évidemment c'est pas très agréable pour vous. Voilà qui explique les 2 semaines sans nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Alors en attendant, il s'est passé des trucs quand même au mois d'octobre, notamment la sortie de la version bêta de On1 Photoro 2020, qui est annoncé pour plus tard dans le mois. Donc pareil, si vous regardez cette vidéo en retard, il sera peut-être déjà sorti même. Donc vous pouvez aller sur le site et vous pouvez télécharger la bêta 2 qui est sortie aujourd'hui. Alors finalement ça tombe pas si mal. J'aime dire que ça tombe pas si mal que j'ai été malade, mais je voulais faire en fait une vidéo évidemment sur la bêta 1 tout de suite. Et le côté négatif de la chose, c'était que la version française, car oui il y a une version française enfin, la version française n'était pas super bien traduite, on était carrément sur du Google Translate. C'était évident qu'il y a des choses, ça ne pouvait pas être traduit par quelqu'un qui connaît le français. Ma bonne surprise ce matin en installant la bêta 2, c'est que la traduction a fait d'énormes progrès. Je pense qu'on n'est plus sur du Google Translate, on est sur quelqu'un qui a vraiment fait l'effort de traduire. Par exemple, historique a été traduit par l'histoire. Donc évidemment, si vous tapez history en anglais dans Google Translate, il va vous sortir l'histoire en français et non pas l'historique. Il y avait pareil au niveau du classement par date, il y avait des fautes. Il y avait des problèmes de typo, il y avait un apostrophe date, je sais pas ce que ça voulait dire, mais bon voilà. Donc il y avait plein de petits trucs qui montraient que, certes ils avaient sorti 11 langues pour cette version 2020, donc il est vraiment disponible maintenant de manière localisée à toutes les langues d'Europe quasiment. Donc ça c'est vraiment le gros plus, mais c'était quand même pas trop ça quoi. Donc dans la bêta 2, il y a d'énormes progrès qui ont été faits, il y a encore des petits zigouigouis qui marchent pas bien, du style des boutons qui sont pas très bien dimensionnés pour la version française, ou des trucs qui sont coupés, on le verra un petit peu plus tard. Il y a un nouvel effet qui s'appelle le mélangeur de couches, donc c'est Channel Mixer en anglais. Bon par exemple dans l'interface, mélangeur de couches en français c'est super long, et ça dépasse, donc le truc il est tronqué quoi. Et si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont fait du Luminar en 2017, quand Luminar est sorti, on avait exactement les mêmes problèmes dans la version française, qui était traduite certes, mais qui n'était pas très bien traduite, et qui avait des boutons qui n'étaient pas encore bien calés. Donc voilà, c'est pas très grave. Ça vous empêche pas d'essayer le logiciel pendant 30 jours il me semble. Et non, pour ceux qui ont acheté la version 2019, vous n'aurez pas la version 2020 gratuitement. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop mal habitué. C'est assez normal que les versions majeures soient payantes. De ce que j'ai compris, encore une fois je ne suis pas affilié avec eux, j'ai pas d'informations, j'ai juste les informations qu'on a sur le site, mais de ce que j'ai compris, vous allez avoir un tarif si vous avez la version 2019. En tout cas, si vous faites un achat que vous n'avez pas On1, et je pense que c'est le cas de mon audience qui attendait la version française et qui n'avait pas acheté la version précédente, voilà, vous avez le prix, le ticket d'entrée comme on dit, qui est à 80$, ce qui avec le dollar du moment doit faire autour de 65-70 €, je sais pas, ça fluctue un petit peu évidemment comme toujours sur le marché des devises. Un tout petit mot quand même, on va parler vite fait de ce qu'il y a de nouveau, et je ferai une vidéo un peu plus, pas complète, mais je ferai une vidéo déjà où je vais faire un épisode du développement en pratique sur la version 2020. Donc ça sera une façon de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans On1 Photo 2020. Et si j'ai un bon retour sur le logiciel, est-ce que vous en pensez en version française, etc. Je pourrais considérer faire une formation sur tuto.com. Je ferai des tutos premium payants sur tuto.com où on va vraiment voir des choses un peu plus en détail. Mais de là faire une formation complète, je sais pas encore. Parce que je sais pas si à l'audience tout simplement je peux pas faire évidemment une formation de 10 heures sur un truc qui intéresse que 3 personnes, parce qu'évidemment ça prend beaucoup de temps, et que voilà, je suis une entreprise comme une autre, donc il faut que je passe du temps là où je puisse évidemment pouvoir payer le loyer avec. C'est évident que j'ai senti de l'intérêt mais beaucoup de freins par rapport à la version française, à savoir que c'était un frein pour vous. Juste un petit truc, il faut savoir que ça va être placé dans une suite logicielle, et ça c'est assez nouveau. À savoir, vous avez On1 Photo 2020 avec vidéo, photo mobile et sync service. En fait, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura un logiciel de vidéo courant novembre qui sera pas fait pour être Premiere ou Final Cut ou ce genre de truc, qui sera fait pour faire de la vidéo pour les photographes. Je pense que ça vise très directement les photographes de mariage à qui on demande souvent de faire aussi de la vidéo, en tout cas pour les mariages où il n'y a pas le budget pour payer les deux, ou en tout cas pour payer une équipe complète photo, une équipe complète vidéo. Donc il y a de plus en plus de photographes qui font et qui facturent les deux.
Donc je pense que ça s'adresse à vous si vous faites ça. Et Photomobile 2020 qui sera le pendant mobile, l'application mobile pour pouvoir synchroniser avec ce que vous faites sur le desktop. Donc là clairement, On One s'attaque mais de manière ultra frontale en fait à ce que fait Adobe avec Lightroom mobile qui s'appelle maintenant donc Lightroom et Lightroom classique qui a évidemment été toujours leur concurrent historique puisque On One Photo d'origine s'attaque évidemment à Lightroom classique. Donc c'est assez intéressant de les voir s'attaquer un petit peu à Goliath. Je pense qu'ils peuvent y arriver puisque encore une fois ils savent exactement ce dont les gens ont besoin après 2 ans de perturbations sur le marché par rapport à l'arrivée de Lightroom mobile. En tout cas, j'appelle toujours Lightroom mobile, mais bon, Lightroom tout court. Et le fait que voilà, on a eu un certain nombre de questions sur quel va être l'avenir de Lightroom classique et est-ce que les efforts de développement qui sont faits sur la version mobile ne font pas pâtir en fait Lightroom classique qui lui n'a que peu d'efforts de développement, il n'a que peu de nouveautés. Donc on aura la réponse assez tôt. On va aussi évidemment voir ce que fera Adobe au moment de l'Adobe Max début novembre. Évidemment, comptez sur moi pour vous parler de tout ça et essayer de faire un peu le point de ce qui va se passer sur le marché de la retouche photo au niveau logiciel. Ça va beaucoup bouger en octobre. Il y a le nouveau DxO qui va sortir, il y a le nouveau Capture One qui sera, j'imagine, en novembre. Comme ils le font d'habitude, il y a le nouveau Luminar 4, donc en gros tout le monde va abattre ses cartes et ça va être la guerre. Et nous évidemment on adore ça puisque la concurrence est très saine. Donc j'ai installé On One Photo, j'ai la version bêta 2, donc comme je vous l'ai dit au niveau de l'interface, en français ça roule plutôt pas mal maintenant, il y a quelques petits trucs qui sont pas bien calés mais ça ne nous empêche pas de l'utiliser. Alors on va passer les nouveautés en vrac et un peu en rush parce que comme je vous l'ai dit c'est juste une vidéo pour vous dire que ça y est vous pouvez l'essayer en français et vous juste mettre le nez dessus sur ce qui est nouveau, mais on l'explorera un petit peu plus en détail dans des vidéos futures. Comme je vous l'ai dit, l'actualité est très riche, donc j'ai beaucoup de vidéos en préparation. Je ne peux pas faire une vidéo de 3 heures aujourd'hui sur On One Photo 2020, surtout sur une bêta 2 où il y a des trucs qui sont amenés à bouger. Ce serait un peu dommage de vous faire apprendre des choses qui dans 2 semaines seront plus vraies, quoi. Donc on fera un point un peu plus détaillé quand la version finale sortira, évidemment. Mais sachez que dans la version bêta 2, on a déjà pas mal de nouveautés. En l'occurrence, on peut classer par date. Ça peut paraître super con dit comme ça, mais c'était pas le cas avant. Donc vous avez enfin un filtre de date qui s'affiche sur le panneau de gauche. Ici, j'ai un dossier catalogué pour information. Donc par défaut, si vous n'avez pas de dossier catalogué, évidemment, vous n'aurez pas ce truc-là. Mais ici, je peux voir dans toutes les photos de ce dossier catalogué qui est en gros un gros dossier fichier source que j'utilise dans mes tutos. Pour ceux qui me connaissent, c'est probablement des photos que vous avez déjà dû voir dans mes formations. Donc je peux enfin me souvenir par date et me dire tiens, en 2009 je suis allé aux États-Unis et normalement il doit y avoir des photos des États-Unis ou de l'Autriche, enfin voilà, des trucs comme ça. En 2016 je sais qu'il y a des portraits que j'ai fait voilà, avec Amy, donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent sortir très rapidement et c'est quand même assez pratique. Bon, c'était quand même la base hein, pour ceux qui viennent de Lightroom, mais c'est vrai que c'est un truc qui manquait dans On One. Il y a enfin un module de carte. Alors moi je vais être honnête, je m'en sers pas du tout donc ça m'intéresse pas, mais pour ceux que ça intéresse, ben voilà, le module carte existe enfin. Il est centré par défaut, j'ai l'impression, sur les bureaux de On One à Portland, j'ai l'impression. Donc vous pouvez placer des photos directement sur la carte, vous pouvez utiliser les métadonnées aussi, c'est-à-dire venir intégrer dans les balises GPS les données GPS, et vous pouvez déplacer si jamais vous zoomez, que vous vous rendez compte que la photo est mal placée. On peut prendre une photo et la décaler légèrement si jamais vous connaissez exactement l'endroit où vous avez pris la photo et que la coordonnée GPS n'est pas tout à fait bonne parce que des fois l'appareil vous positionne pas pile poil en fonction de voilà, est-ce que les satellites sont bien disponibles, est-ce qu'il s'est bien calibré, etc. Bref. Mais ils ont fait un truc qui est plutôt... j'ai regardé des vidéos dessus, j'ai regardé une vidéo dessus, ça a l'air plutôt bien foutu. Maintenant je vais pas vous mentir, j'utilise pas du tout ce truc là. Même quand je suis en voyage, je travaille pas avec le GPS, je me souviens où je suis allé, j'essaye d'avoir enfin voilà, j'ai toujours une carte pas une carte mais on va dire une carte dans ma tête de là où je suis allé en vacances et là où j'ai fait mes photos, mais j'ai pas vraiment besoin de savoir où j'étais à 3 mètres près quoi. Voilà, là vous avez des photos d'une mine de sel en Pologne ou de Cracovie, bon ben voilà, c'est la place de Cracovie. Dans 99% des cas moi j'en ai pas besoin, mais pour ceux qui font vraiment du voyage ou du reportage, vous avez le module carte et on peut enfin positionner ces photos vraiment de manière très précise. Parmi les améliorations qui se voient pas, il y a l'amélioration des performances, notamment quand vous défilez, vous voyez dans le module de navigation, quand vous zoomez, c'est-à-dire que quand on regarde une photo, on a vraiment le fichier brut, vous voyez, qui apparaît en même pas une seconde, c'est vraiment super rapide. Alors là je suis sur un JPEG, vous allez me dire ah tu triches, c'est un JPEG, alors ok on va prendre un fichier brut, donc on va prendre hop un portrait de Laura, normalement ça c'est un DNG, tac voilà, donc on a des meilleures performances et surtout sur une photo qui a déjà été calculée, normalement c'est instantané.
Donc première bonne nouvelle, amélioration des performances. Deuxième bonne nouvelle pour ceux qui ont des catalogues, ou en tout cas qui ont des répertoires gavés de photos, et je dis en quasi centaines de milliers, je sais qu'il y en a. Dans les préférences, on peut enfin régler la taille de l'aperçu, en fait, la taille que ON1 va calculer pour générer l'aperçu de l'image. Vous avez aussi maintenant une glissière, je crois que c'était pas le cas avant, où on peut gérer en fait avec quelle priorité on s'appuie sur le calcul GPU. Donc pour ceux qui ont une grosse carte graphique, et si vous avez si en gros vous travaillez sur une config de gamer comme moi, vous allez pouvoir taper dans le GPU un peu plus, puisque ON1 est accéléré GPU. Il y a aussi pas une nouveauté, mais quelque chose qu'on attendait depuis vraiment très longtemps, c'est les améliorations de performance sur le brush, enfin sur le pinceau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez utilisé, mais c'était pas le point fort de ON1, on avait toujours une grosse latence. Donc par exemple, je vais essayer de prendre une photo où il y a un truc à faire. Là j'ai que des JPEG, donc c'est pas intéressant, on va remonter un peu plus haut, voilà. Et on va aller quelque part par là, donc ça doit être une photo à Regent Spark. On va aller dans éditer, on va regarder juste vite fait, mais admettons qu'on veuille déboucher ou peindre un petit peu le truc en haut, donc on peut aller hop, dans le module d'édition. Alors premier truc, juste en passant tant que j'y suis, mais le module d'édition va s'afficher normalement par défaut avec tous les presets sur la gauche, et il vous donne l'aperçu. Et d'ailleurs, juste on peut le faire tiens, au passage, quand on clique sur un preset, évidemment il s'applique, et on a une glissière de fondu qui permet de l'appliquer plus ou moins. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc je vais revenir en arrière pour ne pas appliquer mon preset. Et donc on a donc les brushes qui sont sur la gauche. Donc quand on clique ici, on fait donc une retouche locale. On va pouvoir grossir la taille de la brosse. Tac, on va mettre un truc un peu plus gros. Et en fait, la promesse, c'est que voilà, on a un rendu à, selon eux, garanti 30 images par seconde de peinture de brosse. Donc par exemple, si je veux déboucher le toit végétal ici, hop, on va le faire comme ça. C'est pas la retouche du siècle, c'était juste pour vous montrer que le brush est vraiment enfin plus rapide. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est le cas dans la bêta, peut-être que ce sera amélioré, mais vous avez vu que les pré-réglages se mettent à jour dès que je fais un truc sur l'image, ce qui consomme une ressource folle. Donc moi je vous conseille de cliquer sur le bouton à gauche et de les planquer, parce que vous allez faire calculer des aperçus sur je sais pas combien de presets sur la gauche, et évidemment ça prend de la place, quoi. Donc ça c'est aussi une des promesses d'amélioration de performance. Sur des configs assez confortables comme cet ordi qui est voilà, 8 cœurs, 16 Go de RAM, ou même j'essaie sur du 32 Go de RAM avec une grosse carte graphique, on était en mode diaporama, quoi, sur le pinceau de la version 2019, quoi. Et c'était très irritant. Sur un MacBook Pro, y compris dernière génération, pareil, c'était diaporama, et ça explosait la batterie, c'est-à-dire que ça consommait énormément de ressources, pour en plus des performances qui n'étaient pas très bonnes. Donc ils ont enfin adressé ce truc là, ça fait plaisir de voir que les performances sont à faire au niveau. Vous voyez qu'en enlevant un masque, le masque pouf, il s'enlevait tout de suite. Donc voilà, on travaille quand même un peu plus, de manière un peu plus fluide dans ON1 Photoro. Parmi les nouveautés dans l'affichage, on trouve aussi l'aperçu des masques de focus, donc ça vous dit où est-ce que l'image est nette, tout simplement. On a la même chose par exemple dans Capture One. Je trouve que dans Capture One ça marche un petit peu moins bien. Et on l'a pas dans Lightroom. Ça fait partie des trucs que j'aimerais bien voir arriver dans Lightroom classique. Ça fait partie des trucs où il n'y a pas d'excuses. On peut encore amener des choses dans Lightroom classique, vraiment, des choses qui manquent depuis longtemps. Et voilà, bon, c'est dommage. Peut-être que ça arrivera dans cette année, en 2019, on verra à l'Adobe Max. Mais enfin, on a dans ON1 le masque de focus pour voir où la netteté a été faite sur vos photos. Il y a aussi des nouveaux effets pour faire des effets de météo, pour mettre un soleil, pour faire des effets de neige. C'est un peu gadget, mais par contre, il y en a qui sont vraiment cool. Donc par exemple, on va aller chercher... qu'est-ce qu'on va aller chercher? Je vais juste de prendre une image. Hop, ici, on va prendre ça, on va prendre ce DNG, on va aller dans éditer, on va aller dans les effets. Et on a le mélangeur de couches. Donc quand j'ajoute un filtre, on a, vous voyez, mélangeur de canaux, ça a été traduit comme ça. Alors vous voyez que la traduction c'est un peu coupé, mais c'est pas grave. On a balance des couleurs, on a des trucs pour faire Sunflare qui d'ailleurs n'a même pas été traduit, accessoirement météo aussi qui est assez nouveau. Bon, ça donne des effets qui peuvent être assez kitschouilles, donc il faut faire attention. Mais bon, voilà, vous allez pouvoir choisir parmi des pré-réglages, par exemple Blizzard, ce qui sur une photo comme ça, voilà, va être assez compliqué, mais si le sujet s'y prêtait, évidemment, ça aurait pu être assez efficace. Je peux aller par exemple plutôt, allez, je vais quand même faire un effort plutôt que d'improviser complètement, mais si on prend une photo qui a été prise dans un truc un peu plus naturel, on aura probablement de meilleurs résultats pour y croire. Je vais essayer de descendre là où j'ai des trucs plus ou moins en Écosse, il me semble que je vais en avoir. Alors vous voyez que
vraiment les performances dans le module de tri sont vraiment excellentes, hein. Enfin ça c'est quelque chose, là-dessus on va pas pouvoir leur reprocher. Là je parcours mon dossier, les vignettes n'ont pas été calculées avant, donc vous êtes obligé de me croire sur parole, mais il découvre les photos et il me les affiche en même temps à une vitesse qui est quand même assez impressionnante. Donc on va retourner dans les effets, ajouter un effet, et on va ajouter donc météo. Vous voyez que le sujet se prête ici un peu plus à faire des trucs avec des effets de météo, donc peut-être pas Blizzard parce que c'est quand même un peu violent, mais vous voyez par exemple rajouter ici une couche de brume sur cette image, ça va le faire d'une manière très convaincante puisqu'évidemment le sujet de base s'y prête, mais en plus vraiment ça se mélange parfaitement bien et vous pouvez régler ensuite distance, rotation, transition, la quantité aussi, donc ça peut aider pour ceux qui font du paysage. C'est pas vraiment le filtre que j'irai utiliser par défaut, moi je suis plutôt content qu'ils aient vraiment travaillé la balance de couleurs et le mélangeur de canaux parce que ça on peut faire des effets vraiment super cool avec, on verra ça encore une fois un peu plus en détail sur probablement une vidéo, on fera du développement ensemble. Mais il y a aussi donc de nouveaux effets qui ont été ajoutés. Parmi les trucs qui sont importants, on a dans développer maintenant la possibilité d'avoir un calcul par intelligence artificielle, c'est-à-dire que quand on va dans temps et couleur, quand on va dans ici le temps, on a le AI match qui va en fait essayer de retrouver ce que vous aviez vous sur le dos de l'appareil. C'est ça la promesse. Souvent vous vous dites sur le dos elles sont plus jolies, mais parce qu'en fait elles sont pré-contrastées, elles sont déjà pré-développées en fait. C'est-à-dire que l'appareil vous développe les photos et ne vous affiche pas exactement le brut. De toute façon le brut, il n'y a pas d'afficher exactement le brut c'est de la matière qui demande à être modelée, donc c'est forcément une interprétation. Donc le AI Match va essayer de retrouver ce que vous aviez sur le dos de l'appareil, et le AI Auto va essayer de trouver des réglages qui soient le plus adaptés à cette photo. Vous voyez qu'ici, il détecte un manque de contraste et de saturation, et il va beaucoup trop loin, et évidemment, comme tous les outils automatiques, il y a toujours une limite à ça, donc il ne faut pas non plus, comme je le dis souvent avec les outils automatiques, croire au Père Noël. C'est un bon début, ça peut vous donner un pied, vous mettre le pied à l'étrier pour faire votre développement et partir d'un truc, mais voilà, il ne faut pas non plus compter que là-dessus. Mais le AI Match, de ce que j'ai essayé, rend plutôt pas mal dans la majorité des cas, et le AI Auto, comme vous l'avez vu, a tendance à surcompenser les problèmes qu'il va détecter, malheureusement. Dans le profil de caméra, vous voyez un truc import maintenant, qui est assez et d'ailleurs aussi la possibilité de faire du RAW linéaire, mais on a la possibilité de importer un profil que l'on aura calculé avec une sonde X-Rite. Donc si vous avez pris une photo et que vous avez la mire X-Rite, vous allez prendre le fichier brut, vous allez pouvoir l'envoyer dans ON1, il va générer, vous allez l'exporter en TIFF, vous allez utiliser le logiciel ensuite pour qu'il génère un profil à partir de ça. Ce profil, vous allez ensuite l'importer dans ON1 et ainsi vous serez sûr d'avoir un rendu des couleurs qui est fidèle entre votre caméra et votre logiciel ON1 qui va pouvoir partir des bonnes données pour interpréter les couleurs. Donc c'est quand même plutôt pas mal, ils ont fait un partenariat avec X-Rite pour ça, donc si vous avez le matériel nécessaire, vous pourrez prendre donc la photo de la mire avec les couleurs dont on connaît déjà les valeurs. C'est le principe d'X-Rite, c'est qu'ils connaissent déjà les valeurs précises de chaque case de couleur, et ensuite le logiciel va cracher le profil en conséquence. Donc ça c'est plutôt cool. Autre nouveauté de ton et couleur, dans le détail plutôt, donc dans le module développement, c'est qu'on va avoir une nouvelle réduction du bruit. Vous voyez ici version 2020. Donc si votre photo a été développée, que vous prenez une photo qui a déjà été développée, elle restera dans le profil l'ancien, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas en gros changer le rendu de vos photos sans vous le dire, donc évidemment c'est très intelligent. Donc une photo qui a déjà été développée restera dans la version 2017 de la réduction de bruit, mais une nouvelle photo passera par défaut, vous voyez, en version 2020, et l'amélioration du bruit, sans faire de miracle, est quand même nettement supérieure à la version précédente. Là aussi, il faudra qu'on fasse des comparaisons, qu'on regarde ça ensemble, avec une vidéo où on va un peu plus en détail. J'ai fait mumuse avec quand même, donc je peux vous dire, effectivement, oui c'est mieux, la promesse elle est tenue, dans le sens que c'est mieux. Est-ce que c'est le meilleur? Je sais pas encore, je vais peut-être pas vous répondre sans avoir fait trop de tests poussés, mais de ce que j'ai vu sur mes photos, et donc des photos que je connais, c'est pas encore aussi bien que DxO Prime par exemple, qui pour l'instant reste, et j'ai l'impression restera le logiciel qui est vraiment le meilleur en réduction de bruit. Surtout qu'en plus DxO va sortir Photolab 3 lui aussi au mois d'octobre, donc c'est intéressant de voir s'ils vont même pas encore pousser le bouchon encore plus loin. Mais bon, c'est pas rédhibitoire, c'est vraiment un très bon réducteur de bruit dans ON1 Photo 2020, c'est juste pas encore au niveau de DxO. Maintenant vous savez ce que je pense de la réduction du bruit, avec des photos qui ont été prises avec un si gros capteur, avec autant de millions de pixels, pour ensuite se retrouver publié sur Instagram ou sur votre portfolio sur internet, le bruit on le voit quasiment plus, c'est-à-dire que moi c'est tout juste si je le réduis au final. Il n'y a que si vous faites vraiment de la photo pose longue de nuit sur des sujets très particuliers et que ces photos vont être affichées en grand
et vous publiez en grand, où là, ok, vous avez besoin d'avoir un très bon algorithme de réduction du bruit. Mais autrement, on voit plus le bruit. Enfin, je veux dire, les photos sont plus affichées dans des conditions où on a l'œil peut aller mettre, voilà, on peut vraiment aller voir le bruit, on le voir apparaître et nous gêner surtout en plus au niveau de la lecture. Donc voilà, faut pas perdre de vue que tout dépend de l'utilisation que vous faites de vos photos et que la légère différence entre la réduction du bruit de On1 Photo et celle de DxO Prime, pour 99% des gens, à mon avis, on s'en fout. Mais bon, si vous avez, encore une fois, si vous faites de la photo de nuit dans des conditions très difficiles et que vous imprimez vos photos en super grand pour exposer dans des galeries ou que vous les publiez sur internet là aussi en très grand et qu'on finit par voir le bruit, ben, dans ce cas, ok, je peux comprendre effectivement que vous ayez besoin d'un très bon algorithme de réduction du bruit. En tout cas, il est amélioré, c'est déjà pas mal et ça marche plutôt bien. Juste pas encore au niveau de DxO selon moi, mais il faudra faire des tests et je pense que je ferai une vidéo pour comparer tout ça. Ma dernière vidéo sur le sujet a fait quand même pas mal de bruit pour plein de mauvaises raisons, parce que j'ai eu une série de commentaires d'une personne, commentaires à la con, qui assumait que j'avais développé ma photo à fond sans savoir ce que je faisais. Le principe même de la vidéo, c'était ça en fait, c'était de voir, de faire rien sur la photo, de pousser le débouchage à fond et de voir comment la photo est interprétée. Évidemment que en 20 minutes, ça faisait quelques raccourcis sur la méthode, mais bon, ça permettait au moins de révéler comment le logiciel travaillait en coulisses et quelles étaient les limites d'un débouchage un peu extrême et de l'apparition du bruit sur une photo qui est évidemment sous-exposée d'origine. Donc je ne m'empêcherai pas de le refaire parce que ça permet quand même de mettre en avant comment un logiciel va atteindre ses limites sur des photos de retouche, enfin sur des cas de photos où c'est un petit peu extrême. Et je pense que j'inclurai donc On1 Photoro 2020. Il y a plein d'autres trucs qui ont été mis à jour, notamment le module d'impression qui permet vraiment de faire des impressions bien calées avec planche contact, avec de la mise en page automatique, avec plein de réglages pour choisir la taille de ses vignettes, etc. Donc c'est quand même bien foutu pour ceux qui ont vraiment besoin de faire ça, qui travaillent encore avec l'impression pour leurs clients, qui ont besoin de montrer du support papier. Le module précédent était juste quasi inexistant, on pouvait quasiment rien régler. On a enfin maintenant ce truc là, y compris la possibilité d'accentuer la netteté pour pouvoir compenser la perte de piqué à l'impression. Il y a encore des tonnes et des tonnes de petites nouveautés un peu partout à droite à gauche, mais je vous ai donné vraiment les essentiels et je pense qu'en plus j'ai dû probablement en oublier, mais les trucs importants je vous les ai donnés, ça c'est sûr. On est voilà, vraiment dans la possibilité d'importer le profil, le nouveau moteur de réduction du bruit, l'amélioration du moteur des performances, notamment avec les masques, ça c'est hyper important, comment dire, les nouveaux effets qu'il y a dans les nouveaux filtres qui ont été ajoutés, la possibilité de régler, et ça c'est important pour ceux qui ont des gros catalogues, la taille de l'aperçu, c'est des trucs qu'on demandait depuis super longtemps, mais voilà, ça c'est vraiment des nouveautés qu'on attendait depuis un certain nombre de temps, de mois en tout cas, dans On1 Photo, d'années même, parce que j'ai envie de dire, j'ai vu des posts sur les forums qui demandaient ça depuis 2018 quoi. Et pour les langues aussi, parce que la version française, je crois que le premier post date de 2017 ou de 2018 sur le forum d'On1, où évidemment des Français ont dit bon bah la version française les gars c'est pour quand, parce que c'est quand même un logiciel qui devient important, qui est en vue, qui est une alternative solide à Lightroom, et donc on aimerait bien l'avoir en français. Ben voilà, c'est enfin le cas. Je vous invite vraiment grandement à aller sur le site de On1, télécharger la version démo, installer la bêta 2. C'est quoi qu'il arrive assez stable, parce que j'ai fait Mumus pas mal avec la bêta 1 pendant un moment et j'ai pas eu de crash. Donc là-dessus c'est cool, mais la version française était un peu pétée. Maintenant sur la bêta 2, la version française est quand même beaucoup plus propre. Ça a été traduit enfin, j'imagine, par un humain. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit prêt pour la version finale. Ils ont dit courant octobre, on est déjà le 10 au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il leur reste pas non plus énormément de temps. Mais quand je vois comment tourne cette bêta 2, je me dis que ça pourrait sortir dans 10 jours, que ce serait quand même... voilà, ce serait pas étonnant, ils ont l'air assez prêts, ça a l'air de plutôt bien rouler. Et ensuite, ben, j'attends aussi avec assez d'impatience toute la suite, c'est-à-dire voir comment tout ça s'articule avec la version mobile et avec la version vidéo, car on va enfin avoir une alternative qui n'est pas basée sur l'abonnement et qui permettra de tout faire pour les photographes, en particulier ceux qui sont un peu polyvalents et qui proposent aussi de la vidéo à leurs clients. Vraiment, plus que jamais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de On1 Photo, parce que maintenant qu'il est en français, la question va vraiment se poser pour moi de y a-t-il une audience pour ce logiciel en francophone? Jusque-là, je pense que oui, au niveau des fonctions, c'est-à-dire que je sais que ça peut séduire certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous qui cherchent une alternative à Lightroom classique,
mais je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont même pas essayé parce qu'il n'était pas disponible en français. Donc vraiment, allez y faire un tour, dites-moi ce que vous en pensez. Réagissez dans les commentaires sur YouTube ou le salon d'entraide sur tuto.com et dites-moi ce que vous voudriez apprendre dans le logiciel pour que je puisse rajouter ça dans les prochaines vidéos que je ferai sur ON1 Photoro 2020. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. De nouvelles vidéos vont arriver très bientôt. L'actualité va être super chaude pour ce mois d'octobre et de novembre sur le terrain des logiciels. Donc plus que jamais, abonnez-vous sur YouTube si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la newsletter de tuto.com pour être informé de mes nouvelles publications. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.